Bonjour et bienvenue sur Parole d'artisan. Je suis Ombline de la Doucette et à travers ce podcast, je cherche une ligne de conduite pour exercer ma future profession. Vous y trouverez des échanges avec des personnalités bien câblées sur le sujet du savoir-faire, thématique qui me tient à cœur et qui, selon moi, donne du sens à mon métier. Si comme moi, vous cherchez à faire du beau, du bien ou du bon dans votre activité, alors peut-être que ces discussions pourront vous intéresser. Et si, tous ensemble, nous nous posions les bonnes questions pour tendre vers un monde plus beau ? Bonjour Lison, merci mille fois d'avoir accepté de me recevoir dans votre atelier de marqueterie de paille qui se trouve donc en plein cœur du 6e arrondissement et où on a vraiment le sentiment d'être bien préservé de ce chaos parisien. Votre atelier est devenu avec les années une véritable entreprise qui mène des projets aux quatre coins du monde. Et avant de vous interroger un peu sur votre parcours et ce qui vous a amené ici, j'aimerais savoir si vous arriveriez à expliquer un peu à nos auditeurs en quoi consiste votre savoir-faire et qu'est-ce que c'est qu'exactement la marqueterie de paille. Bonjour, d'abord écoutez, ravi de vous recevoir dans mes ateliers. La marqueterie de paille est un artisanat français qui date du XVIIe siècle, qui a eu des heures de gloire au cours des siècles et des heures d'oubli complet. Et il faut un peu le considérer comme un parent pauvre de la marqueterie de bois. C'est-à-dire la matière première, c'est de la paille de seigle, donc c'est une matière pauvre, humble, qu'on trouve partout. Ce qui a toujours donné à la marqueterie de paille ce côté de travail, d'artisanat un petit peu sous-estimé à cause de la matière première. Elle a été travaillée donc depuis le XVIIe siècle par des artisans, par des ébénistes au XVIIIe siècle qui, pour des raisons X, n'avaient plus de quoi se payer des plaquages de bois qui étaient chers, faisaient de la marqueterie de paille avec leur technique d'ébéniste avec de la paille. Ils faisaient des aplats en paille et ils ont réalisé des meubles et toutes sortes d'objets en marqueterie de paille. Au XIXe siècle, la grande production de la marqueterie de paille a été faite par les bagnards et les prisonniers. Ce qui a entraîné toujours ce côté sous-estimé de la marqueterie de paille parce que c'était des travaux de bagnards. C'était fait dans les bagnes parce que la matière première est facile à trouver, elle n'est pas chère et qu'il faut un minimum d'outils et du temps. Donc tout ça c'est parfait pour les bagnards, ils avaient des heures pour travailler. Et puis à la fin du 19e siècle, les bagnes ont fermé en 1860, donc la marqueterie de paille est quasiment tombée dans l'oubli et a ressurgi en gloire pendant la période Art déco. Il y a deux décorateurs, André Groult, donc, qui était mon grand-père, et Jean-Michel Franck, qui ont remis la marqueterie de paille au goût du jour. En tout à coup, lui donnant un aspect luxueux. On disait de Jean-Michel Franck qu'il mettait Paris sur la paille, parce qu'il était très cher. Et ça s'adressait du coup à une clientèle très élitiste. C'était les Rothschild, les Noailles, des grandes familles, qui ont fait réaliser des décors muraux, ce qui ne s'était jamais fait en marqueterie de paille. Tout à coup, on s'est mis à faire une pièce entière en marqueterie de paille et du mobilier. Et donc ces deux décorateurs ont vraiment donné ces lettres de noblesse à la marqueterie de paille. Le dernier décorateur qui a travaillé la marqueterie de paille, c'est Jean Royer. Jusque dans les années 40-50, il a fait beaucoup de mobilier en marqueterie de paille. Et puis ensuite, de nouveau, c'est tombé complètement dans l'oubli. On est passé à une production plus industrielle, à des matériaux moins chers, différents. La marqueterie de paille, c'est un petit peu comme le galuchat et le parchemin, qui ont été très à la mode pendant la période Art déco et qui sont tombés complètement dans l'oubli après la Deuxième Guerre mondiale. D'accord. Donc moi, quand j'ai recommencé à faire la marqueterie de paille, c'était un artisanat oublié. Oui. Non seulement oublié, mais en plus sous-estimé, qu'on trouvait pas très intéressant. Quand j'ai présenté moi un dossier pour être maître d'art en 95, j'ai été refusé, parce que le jury a dit « mais marqueterie de paille, qui ça intéresse ?» Et donc on m'a dit « mais recommence, représente un autre dossier », donc la deuxième fois, j'ai été accepté. Mais c'est pour vous dire que j'ai pris en main une technique et un artisanat complètement oublié. Oui. Et alors justement, vous parliez de votre grand-père, parce qu'au départ, vous avez été diplômé des arts décoratifs en reliure et dorure, il me semble. Mais vous avez été donc toujours passionné par la marqueterie de paille. Alors, je trouvais ça merveilleux. J'allais dans l'atelier de mon grand-père, je le voyais travailler. Il m'apportait des pailles. Quand il venait dîner à la maison, je me souviens, il m'apportait des pailles et il m'expliquait comment les coller. Donc j'avais un intérêt pour ça. J'avais un intérêt
pour les choses manuelles. Je brodais, je tricotais, je tapissais des tapis. Enfin, j'ai toujours fait des choses avec mes mains. Et donc après mon bac, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Je voudrais trouver un métier qui corresponde à ce goût artistique et manuel que j'avais. Et donc, c'est sur les conseils de ma mère, d'ailleurs, que j'ai été à l'Union centrale des arts décoratifs, où mon grand-père avait été professeur. Donc en plus, c'était encore une fois inconsciemment à l'époque, mais déjà de commencer à tirer le fil rouge qui me relie à mon grand-père. Et donc j'ai fait des études de reliure, dorure. Ça correspondait bien à mon aspiration parce qu'il y avait le côté manuel et il y avait le côté littéraire, puisque moi je suis d'une famille d'écrivains. Donc le fait de faire de la reliure me plaisait bien. Oui. Voilà, donc je cherchais dans la bibliothèque de mes parents des éditions originales, un peu des beaux livres que je reliais. Donc j'avais réussi à mettre mes deux passions ensemble, en fait. Oui. Et aujourd'hui, vous avez l'impression que ça apporte quelque chose à votre travail ou pas, d'être passé par de la reliure et de la dorure? Oui, parce que d'abord la reliure, vraiment, ça vous apprend la précision, c'est au millimètre près, ça vous demande une exigence vraiment dans la précision, donc c'était très utile. Ça m'a appris à travailler le papier, le cuir, les tissus, la dorure aussi, donc ça m'a vraiment donné un outil de savoir-faire. Et parallèlement à ça, quand j'ai commencé à travailler un peu professionnellement, je prenais des cours d'ébénisterie dans la ville de Paris, donc pour en plus avoir un petit peu de savoir-faire dans l'ébénisterie. Un bagage en plus. Voilà. Et donc au départ, vous vous lancez dans la marqueterie de paille, vous faites comment? Vous êtes seul dans votre atelier? Comment ça se passe? Où est-ce que vous vous installez? Alors j'ouvre mon premier atelier rue Poinceau à Montparnasse avec des amis ébénistes, parce que toute seule c'est pas évident, j'avais je sais pas 24 ans, donc j'étais avec des ébénistes donc qui m'ont permis en plus d'apprendre beaucoup de choses sur l'ébénisterie. Il y avait un laqueur dans la cour, je me souviens, qui m'a appris le travail de la laque, enfin tout ce début de carrière qui a vraiment été un apprentissage. À chaque fois que je pouvais apprendre quelque chose, je me précipitais pour rajouter une corde à mon arc. Et donc j'ai commencé en fait, je faisais de la reliure, donc je gagnais difficilement ma vie, mais bon, j'avais un petit roulement comme ça de reliure. Et parallèlement à la reliure, je faisais des recherches justement sur la marqueterie de paille, sur le galuchat, sur le parchemin, que j'ai beaucoup travaillé aussi, avec de la laque. Et petit à petit, je suis devenue un petit peu spécialiste du travail de ces matériaux. Donc j'ai fait des reliures effectivement en galuchat, en laque. Donc j'ai commencé à avoir une clientèle un peu plus pointue. Oui. Et puis, en fait, un jour, je suis passée chez un antiquaire rue du Bac, qui s'appelait Rodolphe Perpich, qui est mort aujourd'hui, dont le père faisait de la haute époque. Et lui a ouvert une des premières boutiques art déco dans Paris. D'accord. C'était dans les années entre 75 et 80, c'est-à-dire l'art déco commençait vraiment à redevenir à la mode. Et donc, il y avait un meuble en marqueterie de paille, en vitrine. Donc, je suis rentrée. Et j'ai dit, mais c'est magnifique, la marqueterie de paille. Vous savez, je suis la petite fille d'André Groux parce que ça me donnait du sérieux. Voilà. Et donc, elle me dit, ah bon, mais c'est formidable. Et donc, 3 jours après, le meuble était dans mon atelier. Et j'ai restauré mon premier meuble en marqueterie de paille, art déco. Parce que j'avais déjà restauré un petit peu d'objets du 19e, du 18e. Mais mon premier meuble art déco, c'est un meuble de Rodolphe Perpich. Et donc, j'ai appris. J'avais un petit peu de paille de mon grand-père. Ouais. J'ai regardé comment c'était fait, j'ai appris comment ça se nettoyait. J'ai vraiment appris sur le tas, puisqu'il n'y avait plus personne pour m'apprendre. Oui, j'ai fait cette restauration, il était très content. Oui. Et du coup, j'ai été voir tous les décorateurs art déco en leur disant, voilà, je suis la petite fille d'André Groux, toujours cette réassurance pour eux, et je restaure le galuchat, le parchemin et la marqueterie de paille. Et donc ça a commencé comme ça. D'accord. Et alors justement, est-ce que vous êtes capable de déterminer le moment ou le projet? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ce meuble que vous avez récupéré en premier qui vous a fait connaître et qui a permis à votre atelier de devenir aujourd'hui la petite entreprise? Est-ce que vous êtes capable de déterminer Non, c'est pas ce meuble. Ça a été long. Ouais. Je travaillais toute seule. Ouais. J'ai restauré donc beaucoup de meubles en parchemin, en galuchat, en marqueterie de paille, mais c'est pas ça qui m'a fait connaître, à part dans le petit milieu des antiquaires qui vendaient ces meubles. J'ai commencé à avoir une réputation parce que j'avais une belle collection de marqueterie de paille, parce que je restaurais la marqueterie de paille et le galuchat.
Et petit à petit, les décorateurs se sont dit, ah mais tiens, on peut aujourd'hui refaire, comme faisait Jean-Michel Franck, une pièce entière en marqueterie de paille. Oui. Et donc, il y a un décorateur un jour qui m'a demandé, est-ce que vous pouvez faire une entrée en marqueterie de paille? Et j'ai dit oui. Je n'avais jamais fait. Donc j'ai fait une entrée entière. C'était Patrice Nourrissa à l'époque, qui est toujours vivant, un mec qui est un décorateur qui avait une vraie réputation. Donc j'ai dit oui, je vais vous faire une marqueterie de paille. Et je me souviens, je lui ai fait un devis, mais je ne savais pas quoi faire comme devis. J'étais toute seule dans l'atelier, je ne savais pas combien de temps j'allais passer. Je lui ai fait un devis et il m'a dit, mais c'est pas du tout assez cher, le devis. Oui. Donc je me suis dit, il faut que je me dise, j'atteins là une clientèle qui n'est plus une clientèle qui vient faire restaurer un petit coffret. C'est une clientèle qui a les moyens de s'offrir une matière très originale, qu'on n'a jamais vue, donc j'ai un petit peu augmenté mes prix. Mais ça a été mon premier grand chantier marqueterie de paille. Et ce qui est amusant, c'est qu'il y a quasiment 40 ans, il n'y a pas longtemps, j'ai des amis artisans qui ont été sur ce chantier où il y a toujours la pièce en marqueterie de paille. Et ils m'ont dit, c'est magnifique, ça n'a pas bougé. Et est-ce que du coup, il y a un projet pour le coup qui est plus votre projet favori, peut-être par sa technique, parce que ça vous a demandé un gros travail, ou parce qu'il est emblématique, monumental? Parallèlement, ensuite j'ai commencé à travailler par exemple beaucoup pour Peter Marino aux États-Unis, qui m'a demandé de faire des intérieurs d'appartements privés, qui m'a demandé de faire le dernier étage du Four Seasons à New York. On va commencer à faire des chantiers où là on était quand même plus, parce que c'était des très gros chantiers. J'ai fait j'ai vraiment commencé à faire des appartements privés. D'accord. Et donc c'était difficile pour moi de communiquer sur les appartements privés, parce qu'il n'y a pas de photos. D'accord. Et parce que je ne peux pas dire à des clients éventuels ou un décorateur, je ne peux pas lui dire, mais venez voir le dressing de Madame X, vous verrez comme c'est beau, la marqueterie de paille. Donc j'avais du mal à montrer ce que j'étais capable de faire. Et il y a une vingtaine d'années, Peter Marino s'est occupé de restaurer entièrement le flagship de Guerlain, avenue des Champs-Élysées. Ouais. Et il m'a demandé de faire un magnifique projet en marqueterie de paille avec des motifs assez compliqués à faire qui reprennent les nids d'abeilles du flacon. Ça a été magnifique et ça a peut-être été le premier projet parce que c'est dans un endroit public. Ça a commencé à permettre aux gens, aux clients, de voir ce que c'était qu'un mur en marqueterie de paille. Donc ça a sûrement été un projet qui a été un peu une étape. Mais c'est venu très progressivement, en fait. Oui. Des expositions, des livres, des participations à des salons où je montrais un meuble en marqueterie de paille, donc les gens découvraient la paille. Mais c'est très progressif, oui. Et vous avez le sentiment que ça a été un travail de longue haleine qui a été difficile au début, un peu comme peuvent le dire tous les artisans que... Oui. Je vais vous dire, quand ma mère me voyait gratter pour restaurer mes petites boîtes en paille, elle était ravie parce que elle disait, mon père serait tellement content de voir que tu as repris son travail. Elle admirait beaucoup, mais elle se disait, est-ce qu'elle va s'en sortir? J'étais toute seule. Ensuite, j'ai été nommée maître d'art en 96. Mais enfin, je travaillais déjà depuis 15 ans. C'est ça. J'ai été nommée maître d'art, donc j'ai dû transmettre mon savoir-faire à une élève, puisque maître d'art, c'est ça, c'est ce partenariat. Donc j'ai eu une élève, Valérie Collat-Desfrancs, qui est restée 14 ans chez moi et à qui j'ai transmis tout ce que j'avais appris, et on a continué d'ailleurs à apprendre ensemble sur la restauration. Valérie, elle faisait vraiment la restauration. C'est ça que je voulais transmettre. Et donc parallèlement, moi, ça m'a permis de me dégager un petit peu de temps pour aller vers la création. Et j'ai fait le premier meuble en création que j'ai fait en marqueterie de paille. Je me souviens, c'était une commode à 2 portes. L'intérieur des portes était laqué, puisque j'avais appris à faire de la laque aussi. Et tout l'extérieur était en paille. Et c'est ma mère qui me l'a offert, qui me l'a acheté, me disant c'est magnifique, formidable, oh là là, qu'est-ce que c'est bien que tu refasses ça. Donc voilà, mais très progressif, difficile et progressif. Je vais vous donner un exemple. J'ai fait en 92 une exposition à la bibliothèque Fornet sur la marqueterie de paille. Il n'y avait jamais eu d'exposition sur la marqueterie de paille. J'avais réuni 300 objets de ma collection. J'avais été voir tous les musées de France pour voir si... Parce qu'ils ont souvent des objets en marqueterie de paille, mais qui sont dans les réserves.
qui sont pas montrés parce qu'on estime que c'est pas assez prestigieux. Donc vraiment, j'avais une très belle exposition. Je montrais aussi des créations. Et après, bon, j'essayais de faire venir les journalistes, et je me souviens toujours d'avoir appelé un journaliste de l'Express pour lui dire, voilà, il y a une exposition à la bibliothèque Forney, c'est la première, est-ce que vous pouvez venir voir? Et il m'a répondu, enfin ma petite dame, qui voulez-vous que ça intéresse la marqueterie de paille? Voilà, Oui. C'est ça. Et ça a été ça pendant très longtemps. Oui. Donc il faut s'accrocher, Oui. il faut y croire. Et finalement, Et puis, ça va finir par y arriver. Ouais, et puis il faut surtout avoir une bonne confiance en soi. Hein, Ouais. Vraiment, Imposer vraiment. un peu sa vision. Ouais, Ouais. faut y croire. Et puis il faut accrocher toutes les possibilités, tout ce qui se présente, Saisir. toutes les chances qui passent. Je crois que dans le métier d'artisan, c'est indispensable. Il faut dire oui à tout. Ouais. Moi, j'ai dit oui à tout ce qu'on m'a proposé comme exposition. Boulevard Beaumarchais, je me souviens des premières expositions que j'ai faites. Où j'avais fait des meubles en paille et des meubles en parchemin. Ça s'appelait Cour intérieure. C'était une très jolie exposition. On était trois artisans créateurs. Ça commençait à être le moment où les artisans faisaient de la création. Et je me souviens, mon mari m'a fait dire, enfin, Boulevard Beaumarchais, c'était il y a 30 ans de ça. Hein, c'était pas du tout encore un quartier qui était revenu. Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Je disais oui à tout. Ouais. J'allais partout. Et petit à petit, on se fait un petit peu connaître dans le monde de l'artisanat. On dit, ah oui, il y a quelqu'un qui fait de la marqueterie de paille. Oui. Quand Hermès a décidé, il y a 12 ans maintenant, de faire des rééditions du mobilier de Jean-Michel Franck. Oui. Donc ils ont voulu rééditer des tables rondes, des paravents et le meuble à secret, qui est un très joli meuble qui s'ouvre à secret. Donc il y avait des réunions chez Hermès, ils cherchaient quelqu'un qui travaillait le galuchat. Ils ont trouvé, parce que ça avait commencé un petit peu aussi à revenir. Le parchemin, ils ont trouvé, ils ont été en Italie. Et ils se sont dit, oui, mais de la paille, est-ce qu'on pourrait faire des meubles en paille? Et là, bah non, qui fait de la paille aujourd'hui? Il y avait quelqu'un chez Hermès, donc ça veut dire que on est quand même connu, on a lancé comme ça des petits filets. Quelqu'un chez Hermès a dit, si, moi je sais, Lison de Caunes travaille la marqueterie de paille. Génial. Voilà, donc ils sont venus à l'atelier. Je crois que j'ai de la chance quand même dans la vie, parce que quand ils sont venus à l'atelier, j'avais le meuble original, le meuble à secret de Jean-Michel Franck, qui venait d'être vendu par Berger, hein, quand il y a eu la grande vente Saint-Laurent. Et donc, comme j'étais la spécialiste de la restauration, le meuble était dans mon atelier. Donc Hermès est venu, ils ont vu l'original, ce qui nous a permis de refaire exactement la réédition. Et donc, ça fait 12 ans aujourd'hui que je travaille pour Hermès et que je fais tout leur mobilier en marqueterie de paille. Voilà, c'est de la chance. Mais il faut savoir attraper la chance. Oui, c'est du travail aussi. Hein, la chance du travail, mais il y a un aspect chance, quoi, étoile tout à coup qui s'aligne. Ouais, qui s'aligne. Et j'ai eu ça, je crois, dans ma vie. Et alors maintenant, j'aime bien demander aux artisans que j'interroge un peu leur journée type. Comment ça se passe? Est-ce que j'imagine que ça a évolué votre routine depuis vos débuts? Mais voilà, qu'est-ce qui se passe? Le matin, vous arrivez à l'atelier, comment ça se passe? Alors j'ai fait en sorte, d'ailleurs, d'avoir toujours des ateliers pas trop loin de chez moi. Voilà. Avant, j'avais un atelier rue du Cherche-Midi, dans la loge de concierge. J'habitais au-dessus, avec mes 2 filles. Et le matin, je me lève et je fonce à l'atelier. Voilà. Et j'y passe la journée. Et le soir, je travaille tard parce que je suis au-dessus. Et le week-end, j'ai rien à faire. Quand j'ai rien à faire, en tout cas, qu'est-ce que je vais faire? Me mettre devant ma télé, ça m'intéresse pas beaucoup. Je descends à l'atelier. D'accord. Donc je passe beaucoup plus de temps dans mon atelier que dans ma maison. D'accord. Et j'adore. Et justement, est-ce que aujourd'hui, votre atelier, il est devenu aussi un peu une petite entreprise? Enfin, petite, une vraie entreprise? Une vraie entreprise aujourd'hui, on est 15. Ouais. Non, Alors j'ai été seule pendant longtemps. Ensuite, on a été 2 avec mon assistante. Ensuite, il y a un jeune homme qui gardait mes filles, qui s'appelle Chan, qui est devenu mon chef d'atelier, qui est depuis 27 ans avec moi. Ah, wow. Donc j'ai entièrement formé et qui petit à petit est devenu de plus indispensable. Aujourd'hui, il est chef d'atelier. Et puis il y a une petite dizaine d'années, ma fille, Pauline, que vous avez vue en bas, a fait des études de marketing dans la mode. Elle a fait FIT, qui est une école, bien sûr, à New York. Donc elle a passé 4 ans là-bas.
Puis elle est revenue parce que je pense que sa famille lui manquait un peu. Elle a cherché du travail, donc dans la mode. Donc elle trouvait pas, ça lui plaisait pas beaucoup. Et puis mes filles, elles ont toujours passé dans l'atelier. En revenant de l'école, elles passaient par l'atelier. Je veux dire, elles savent très bien. Elles ont baigné dedans, oui. Ce que je fais, elles ont quand même baigné dedans. Et puis ma fille était là et elle avait commencé à me faire un site Instagram quand elle était à New York. D'accord. Moi, c'était le tout début d'Instagram. Bah, oui. Et quand on faisait le hashtag Marqueterie de Paille, il n'y avait rien. Ouais. Donc elle a commencé à me faire ce site Instagram. Enfin, c'est pas un site, je sais pas comment ça s'appelle. Un compte, oui. Un compte Instagram. Elle venait, elle prenait des photos, elle les mettait sur Instagram. Et puis quand elle est revenue à Paris, elle passait à l'atelier. Comme elle cherchait du travail, elle avait pas mal de temps. Elle me disait, maman, ton site, il est vraiment ringard. Oui, c'est vrai. Enfin bon, moi je trouvais pas mal. Et puis t'as pas de... Elle s'est rendue compte quand même que j'avais une réputation dans ce métier, dans le monde de l'artisanat et de la décoration. Elle se dit, oui, mais t'as pas du tout de documents à la hauteur de ce que tu représentes, parce que les gens te connaissent en fait. Et au bout de 3 mois où elle me disait ça, je lui dis, écoute, je suis d'accord avec toi, parce que c'est pas ce que je sais faire. Tape là, tu viens. Je t'emploie, c'était à mi-temps à l'époque, parce qu'elle travaillait aussi pour une chaîne d'hôtels. Donc je dis, je t'emploie à mi-temps, tu viens, tu refais mon site, tu me fais des documents de présentation. Elle a dit ok, mon ex-mari a dit, mais enfin quoi, on lui a pas payé 4 ans d'études aux États-Unis pour qu'elle retourne chez sa mère, il trouvait ça un petit peu un manque de courage. Et puis ça s'est transformé qu'au bout de 10 ans, elle a pris vraiment en gestion tout l'atelier. Ouais. C'est elle qui fait tout le marketing, qui fait toutes les démarches commerciales maintenant toute seule, elle n'a plus besoin de moi. Elle s'occupe de la gestion avec les clients, elle est sur l'ordinateur toute la journée et moi ça m'a libéré le temps d'être à l'atelier. Donc c'est génial. Qui était important pour vous de garder ce temps de fabrication. C'est ça que j'aime et c'est ça que je sais faire. Je suis pas bonne moi. Et Pauline me dit souvent, maman t'as dû laisser passer des chantiers, sûrement. Parce que des mails, je répondais une semaine plus tard, parce que je faisais les mails en rentrant chez moi le soir. C'est sûr que je crois qu'il y a un moment où un artisan, donc un atelier, il y a un moment où tout seul, il ne peut plus tout faire. Ouais, non, surtout aujourd'hui, les gens demandent des réponses très directes. Si on ne répond pas à un mail, il y a trois relances par message, et vous n'avez pas répondu à mon mail et tout. Donc aujourd'hui, je crois que c'est pas possible de gérer les deux, de faire la création, la production, et en même temps de gérer un atelier. Et puis on a été 2, on a été 3, on a été 4, on a été 5. Puis 15. TPE, et maintenant on est une petite entreprise. Ça veut dire des salaires, et depuis 2 ans, Pauline, ma fille, donc sa meilleure amie d'ailleurs, qui est venue l'assister. Moi j'aime bien que... Moi j'ai un atelier, j'ai un atelier qui reste familial, il y a Chane qui est là depuis 27 ans. Je veux pas être une entreprise, ça m'intéresse pas. D'accord. Je veux pouvoir regarder tous les matins ce qui se fait, comment le travail avance, et puis le côté familial avec Pauline maintenant, la meilleure amie de Pauline que je connais depuis 20 ans aussi, je veux dire, tout ça me garde... Et puis j'imagine que vous devez en être fier de savoir que c'est un savoir-faire aussi qui reste familial, enfin, il y a une transmission vraiment familiale. Alors ça me fait plaisir, oui, parce que avec mon grand-père, ça a sauté une génération, parce que j'ai pas pu reprendre en direct l'atelier de mon grand-père. Si ça s'était passé autrement, évidemment que j'aurais repris l'atelier de mon grand-père. Ça a sauté une génération, et j'aime bien l'idée que maintenant, de nouveau, il y a un côté patrimonial. Oui, c'est vrai. En plus, ça plaît beaucoup, le côté patrimonial. Les gens adorent savoir que Pauline est ma fille. Ça les rassure quelque part. C'est bizarre, hein. Non, je comprends. Et j'imagine que maintenant votre réputation vous demande aussi d'être forte de propositions, et je me demandais où vous trouvez votre inspiration, comment vous renouvelez. Partout, en allant beaucoup voir des expositions, parce que ça nourrit. Mais je vais vous donner un exemple. Moi je suis très mauvaise dans les années, je pense qu'il y a 10-15 ans, j'ai été voir une exposition sur les saris. D'accord. Magnifique, où il y avait des saris en soie avec des couleurs extraordinaires, et j'ai vu un sari
Donc un sari en soie tissé, dans les rouges, les oranges, les violets. Je me suis dit, mon Dieu, ce que ça serait beau en marqueterie de paille. Ah oui. Donc j'ai pris la photo du sari et j'ai fait une table que j'ai appelée la table madras, qui est une table avec une forme un peu indienne comme ça, où j'ai interprété le sari, donc faire comme si c'était un tissage, mais en fait c'est pas un tissage, puisque la paille n'est jamais tissée, c'est de la marqueterie. Donc ça a été un travail énorme. Je faisais ça le soir, parce que le reste du temps, il fallait que je réponde quand même aux commandes. Je faisais ça le soir et j'ai fini par la vendre à un décorateur, Ernest Delator, avec qui je travaille beaucoup. Et il l'a acheté, il l'a vendu à un de ses clients. Et ma table madras, que j'adore, elle a disparu dans un ouragan à Miami. La villa était à Miami, et toute la maison a été démolie. Donc ma table est peut-être au fond de l'eau, aux alentours des Bahamas. Mais voilà, mon inspiration, c'est ça. Oui. Je vois quelque chose, je me dis, oh, ça pourrait être tellement beau en marqueterie de paille. Et après, j'interprète. Et je suis en train de faire en ce moment, je voudrais faire une dizaine de coffrets très luxueux, hein, des boîtes à bijoux, des boîtes à cigares, inspirées de papier peint de mon grand-père. Parce que mon grand-père a fait beaucoup de papier peint, magnifique. En plus, ça revient tout à fait à la mode aujourd'hui, les papiers peints fleuris. Donc, je choisis des papiers peints qu'il a dessinés, je les réinterprète et j'en fais des coffrets en pièces uniques à chaque fois. Voilà. Mon inspiration... Elle est partout, oui. Elle est partout. Beaucoup dans le végétal. D'accord. Parce que je trouve que ça rend magnifiquement bien avec la paille. J'ai fait beaucoup de géométriques. Oui. Motifs, toutes sortes de motifs géométriques. Même maintenant, j'aime bien l'idée de représenter du végétal, du floral, mais partout l'inspiration. Et donc aujourd'hui, vous n'avez plus besoin de chercher des projets. Vous avez, c'est les clients qui viennent à vous, qui font appel à vous, mais vous n'avez plus besoin de démarcher peut-être comme avant. Alors, pendant plus de 20 ans, j'étais la seule. Donc, si on voulait de la marqueterie de paille, on ne pouvait pas éviter mon atelier. Oui. Et puis, avec le succès, il y a des artisans qui se sont mis à faire de la marqueterie de paille. Ce qui est très bien. Hein. Moi, pour moi, le transmettre, c'est primordial. Donc, j'ai jamais eu de secret. J'ai transmis à tous les gens à qui je pouvais. J'ai eu beaucoup de stagiaires. On fait des stages une fois par mois. Donc, vraiment, moi, je transmets mon savoir-faire. Du coup, il y a pas mal d'ateliers qui étaient en général des ébénistes qui se sont mis à faire aussi de la marqueterie de paille. Oui. Et donc aujourd'hui, il y a une vraie concurrence. Oui. Et vraiment, hein, il y a un atelier qui s'ouvre tous les trimestres dans le monde en marqueterie de paille. Oui. Une vraie concurrence. Et encore une fois, la chance, c'est que cette concurrence est arrivée au moment où Pauline est arrivée dans mon atelier. Oui. C'est-à-dire que j'ai eu besoin de faire du démarchage commercial, ce que je n'avais jamais fait. Oui. Et donc au début, j'allais à New York voir mes clients, mais je n'allais pas démarcher les nouveaux clients. Et c'est vraiment Pauline qui a insufflé cette démarche. Donc au début, elle venait avec moi, on allait voir mes clients qui me connaissent. Et puis un jour, je me suis dit, mais en fait, elle me vend beaucoup mieux que je ne me vends à des gens que je ne connais pas, parce que je ne peux pas leur dire, je suis la meilleure, je suis le plus bel atelier, et tout, alors que Pauline, elle peut dire, voilà, premier atelier, il y a toute cette histoire familiale. Donc aujourd'hui, Pauline, elle part avec ses valises d'échantillons, elle va au Moyen-Orient, elle va sur la côte ouest des États-Unis. C'est elle qui s'occupe de faire toutes ces démarches commerciales. Et c'est génial. Ouais, est-ce que vous avez l'impression que, enfin, vous en avez parlé un peu au début, qu'il y a eu un retour d'intérêt vers les métiers de l'artisanat et du savoir-faire? Et est-ce que vous avez une idée à quoi ça pourrait être dû? Alors évidemment, moi depuis 40 ans que je suis dans ce métier, il y a une transformation de l'image de l'artisan. Oui. Incroyable. Oui. D'abord, il y a eu énormément de salons, ne serait-ce que le salon Révélation, qui a été le premier salon ouvert aux artisans, aux créateurs. Oui. Il y a eu le salon à des matières d'art aussi. Avant, l'artisan, quand il s'exposait, alors soit il montrait de la restauration très classique, traditionnelle. Et le salon à des matières d'art, ça a permis de montrer la création des ateliers sans passer par un décorateur. C'est l'atelier qui montrait son savoir-faire. Donc ça a changé le regard du public en se disant, mais tiens, cet artisan qui restaure des tapis, il est aussi capable de faire des tapis extrêmement modernes. Et puis il y a eu tout un tas de métiers qui sont revenus à la mode, comme mon métier, hein. Les plumassières, il n'y avait plus une plumassière. C'était fini.
Or, il y a eu Nelly Saunier, entre autres, qui est maître d'art comme moi et qui est plumassière et qui est partie aussi comme moi, elle est partie d'un métier oublié, elle a recréé et elle ne fait pas de restauration, Nelly, elle fait que de la création. Donc ça montre qu'un artisan, s'il n'est pas créatif, s'il n'innove pas dans sa matière, s'il reste scotché à tout ce qu'il a appris, il y a le savoir-faire et l'innovation. Oui. Je crois qu'aujourd'hui, c'est indispensable pour un atelier d'avoir les deux ensemble. Avant la Révolution française, l'artisanat faisait un peu partie de nos vies. Les métiers de savoir-faire étaient nécessaires parce que c'était les artisans qui meublaient et qui fabriquaient nos intérieurs. Là où aujourd'hui, vous avez raison, ils ont besoin d'aussi innover. Aujourd'hui, l'esprit collectif considère que, il me semble que l'artisanat est un peu réservé à une élite, au monde du luxe. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment le cas et est-ce que vous pensez que ce le sera toujours ? C'est un peu le cas, à cause du temps que prennent tous ces objets. Je veux dire, une mosaïste qui fait une mosaïque, c'est soit dans un grand magasin, soit chez un particulier, mais ça coûte cher. Ça coûte cher à cause du temps passé. Moi, je me souviens sur un chantier où je faisais des murs en marqueterie de paille. Moi, j'estimais que j'étais extrêmement chère. En même temps, les décos me disent mais non, moi j'ai des clients qui sont prêts à payer ce prix-là pour quelque chose d'exceptionnel, parce qu'un mur en marqueterie de paille, ça vient forcément d'un atelier de marqueterie de paille. Ça ne peut pas être acheté tout fait dans un autre magasin. Et j'étais en train de faire mon mur en marqueterie de paille, et il y avait dans la salle de bain à côté un artisan qui était en train de casser à la main des petites aisselles de mosaïque. Je me disais, mais c'est un travail, c'est encore pire que la marqueterie de paille, parce que je sais pas, il devait faire 50 cm² par jour. Et il me dit, bah oui, mais c'est un travail fou. Et je lui ai demandé, mais vous prenez combien ? Et il était plus cher que moi. Je me suis dit, bon, ben, il y a une clientèle qui est capable de payer ce prix. Je crois, malheureusement ou heureusement, parce que c'est ce qui permet... La rareté de ce métier est liée à sa cherté et liée à une clientèle de riches. Aujourd'hui, il y en a beaucoup. Mais c'est vrai que je ne peux pas faire de la marqueterie de paille quelqu'un qui n'a pas les moyens de payer le prix que je demande. Bien sûr. Est-ce que vous parvenez à vous dire que le lieu dans lequel vous installez vos œuvres se trouve embelli par leur présence ? Alors peut-être que Pauline le dirait mieux, mais est-ce que vous arrivez à constater en tout cas une mise en valeur de l'espace grâce à votre œuvre ? Je demande ça parce qu'il me semble que l'idée justement d'un artisan qui met du cœur à l'ouvrage, qui est un peu une source de motivation qui est très présente dans les métiers de savoir-faire, c'est aussi ce qui va justement venir embellir l'objet, l'espace et donc l'architecture. Est-ce que vous faites un lien entre artisanat et architecture ? Intérieur, parce que moi c'est l'architecture intérieure, Absolument. Mais oui, parce que j'ai fait des dizaines de chantiers d'appartements magnifiques, beaucoup à New York, avec des vues sur Central Park, je veux dire, à couper le souffle, dans des appartements magnifiques, avec des marbres, des patines aux murs, vraiment tous les murs décorés d'une façon originale et extraordinaire. Et quand j'arrive avec les panneaux qui ont été posés, parce que moi je viens sur place faire les joints entre les panneaux, je vois l'éblouissement des autres artisans. Ils arrivent, ils disent, oh, mais qu'est-ce que c'est ça ? C'est de la paille, ils veulent pas croire que c'est de la paille. Ils disent, mais non, c'est du bambou. Non, c'est de la paille, et ils me voient travailler. Et ils disent, mais c'est la plus belle pièce de l'appartement, c'est magnifique. Donc j'ai un retour du travail que je fais qui est très satisfaisant. Les gens sont dans le métier, bon, bien, les clients j'espère, mais dans le métier, les gens découvrent, parce qu'ils n'ont jamais vu de mur en paille, et ils découvrent et ils sont très admiratifs et du temps passé, mais c'est pas vrai, vous n'avez pas collé paille après paille sur 35 mètres carrés. Bah si, paille après paille. Donc c'est un retour qui est très valorisant. Et alors, vous avez, j'imagine, beaucoup travaillé justement avec des architectes d'intérieur. Est-ce que vous auriez un conseil à donner à la future architecte d'intérieur et designer que je serais, justement pour se questionner et pour essayer de trouver un comportement ajusté pour ce travail de collaboration et que ce ne soit plus, comme on peut souvent le constater, je trouve, dans le milieu, un travail de commanditaire à exécutant. Voilà, pour imaginer aujourd'hui que ce soit un vrai travail de collaboration, un travail main dans la main entre artisans et architectes.
Ça se passe de plus en plus comme ça parce qu'on a énormément élargi notre gamme de propositions. Oui. Au début, moi, quand j'ai commencé à faire de la marqueterie de paille, il y avait 3 couleurs. Parce que mon céréalier faisait 3 couleurs. Oui. Aujourd'hui, j'ai 60 couleurs. Donc c'est vrai que les premiers décorateurs qui sont arrivés dans l'atelier, je pouvais leur proposer 3-4 couleurs jusqu'à ce qu'avec mon céréalier, on se dise, on va faire du noir, du gris, on va faire des couleurs qu'on n'a jamais vues en marqueterie de paille. Donc au début, on me demandait toujours un peu la même chose. Voilà, de la paille en soleil ou en éventail, comme ce que faisait Jean-Michel Franck. Et puis après, avec une de mes amies qui est doreuse, on s'est dit, mais on va essayer de mettre de la feuille d'or sur de la paille, voir ce que ça donne. Donc on a mis au point la technique, et j'ai pu montrer à Peter Marino un échantillon avec de la paille, avec de la feuille d'or. Il a adoré. Oui. Voilà. Il faut être, il faut être une force de proposition. Oui. Parce que le décorateur, il connaît pas mon métier. Il sait pas ce dont je suis capable. Et aujourd'hui, avec Pauline en plus, qui est très, très active. Moi, j'avais commencé une collaboration avec 2 ou 3 artisans que je connaissais, mais elle va chercher partout. Aujourd'hui, on fait de la paille avec des incrustations, de nacre, de pierre dure. On associe de la paille avec de la broderie, de la paille avec des plumes. Et donc, c'est pour moi quasiment indispensable que le décorateur vienne à l'atelier. Il a une idée de projet ou une idée de meuble, et moi, je lui montre. Je dis, voilà toutes les couleurs que je vous propose, voilà tous les motifs que je peux vous proposer. Donc c'est à ce moment-là que le décorateur ouvre son esprit à mon métier, et ça devient de plus en plus une collaboration avec le décorateur. Mais parce que je le nourris, mais c'est normal. Il ne sait pas que je peux faire des incrustations de plumes dans de la marqueterie de paille. Donc il faut qu'il vienne à l'atelier. Oui. Ça doit être d'autant plus vrai dans votre domaine parce que justement c'est un savoir-faire rare. Oui. Et donc si je devais aujourd'hui là vous demander quel corps de métier dans le milieu de l'artisanat vous aimeriez entendre sur mon podcast Parole d'artisan, parce que je sais pas, il vous a toujours intrigué ou fasciné, qu'est-ce que vous me diriez? Oh, il y en a plein. Moi, je suis très admirative de Nicolas Mariscaël. Mariscaël, c'est des orfèvres. D'accord. De père en fils. Alors lui, c'est une vraie tradition familiale d'expertise et de restauration de toute l'argenterie 18e. Et Nicolas, il a repris la boîte de son père, et il s'est dit, mais je vais faire de la création. Et il s'est mis à faire de la création. Il a eu le prix Bettencourt il y a quelques années, et il a, avec son savoir-faire, c'est-à-dire que en martelant une plaque d'argent, il en a fait une sorte de suspension pour diffuser du parfum, associé à un ingénieur qui lui a fait à l'intérieur, parce qu'il y a un moteur, ça tourne. Enfin, c'est extraordinaire. Et pour moi, Mariscaël, c'est vraiment l'artisan avec cette lourde tradition d'expertise, d'orfèvrerie 18e, qui a réussi à ouvrir tout un aspect de son métier à la création. Ça, pour moi, c'est un très bel exemple. Il y a Christian Bonnet aussi, qui est écailliste, c'est-à-dire qui travaille l'écaille. Incroyable. Qui, donc père en fils aussi, donc qui faisait de la restauration, qui faisait des lunettes en écaille, et qui aujourd'hui, Christian, on a été nommé maître d'art en même temps, et il a explosé son entreprise comme moi. Et j'ai plein d'artisans dans des savoir-faire rares qui ont explosé leur entreprise parce qu'ils sont allés vers la création et l'innovation. Oui. C'est ça, c'est vraiment le truc. C'est de pas rester figé. C'est fini l'artisan qui meurt avec tous ses secrets, qui ne veut pas transmettre. Ça, c'est complètement fini. C'est vrai qu'aujourd'hui, la transmission est indispensable. Oui. Et ce que je trouve aussi, ce qui se passe en ce moment dans tous ces métiers d'artisanat, c'est ce que j'ai eu moi aussi dans mon entreprise. Les enfants sont nés dans l'atelier, hein. Ils ont vu leurs parents. Nicolas, ça m'amuse parce que donc il est orfèvre, il a les doigts noirs. Parce que l'argent, ça noircit. Il a beau, chaque fois qu'il y a une soirée chez Bettencourt, on sent bien qu'il s'est noir. Il a les mains cernées de noir de son métier. Je veux dire, il a vraiment, son métier est dans ses mains. Je trouve ça magnifique. Et Nicolas, il a 3 enfants qui sont partis comme ma fille faire leurs études. Ah non, jamais comme mon père. Non, mon père passe sa vie dans l'atelier. Sûrement pas. Moi, je veux faire autre chose. Et puis petit à petit, l'enfant se rend compte que c'est pas uniquement
un métier de tâcheron dans l'atelier, c'est aussi un métier de communication. De création. De création, de visibilité, parce que quand même les artisans aujourd'hui sont de plus en plus visibles. Ses 3 enfants sont rentrés dans l'entreprise. Christian Bonnet, c'est pareil, il a 3 fils. Moi, quand je l'ai connu, il m'a dit « Mon métier va mourir, il n'y a plus que moi. » J'ai un élève, puisqu'il était maître d'art, mais je ne vais pas réussir tout seul. Aujourd'hui, ses 3 enfants sont dans leur entreprise. Il a ouvert une boutique au Palais Royal. Enfin, il a explosé. Et on est beaucoup, comme ça, d'artisans qui ont explosé et qui ont eu la formidable joie de voir nos enfants revenir parce qu'ils reconnaissent ce qu'on fait. Ouais. Et ils reconnaissent que ce métier est... Pauline, elle aime le luxe, elle aime les voyages. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a 30 ans, elle ne pouvait pas imaginer qu'un jour dans mon métier, elle aurait le luxe, parce qu'on travaille qu'avec des grandes maisons de luxe, et les voyages, parce qu'on est tout le temps soit en train de faire des tournées commerciales, soit d'aller dans des chantiers, rencontrer des clients. Donc, elle s'éclate complètement. Ouais. Et je ne pensais pas non plus pouvoir lui offrir ça il y a 20 ans. Bien sûr. Et alors, qu'est-ce qu'on peut espérer pour les ateliers Lison de Cosne pour l'avenir ? Que ça continue comme maintenant. Moi, je suis... Parce qu'il y a un moment, on s'est dit, si je disparais pour une raison quelconque, qu'est-ce qui se passe ? Qui peut continuer la suite ? Alors aujourd'hui, moi, je suis toujours là, je compte mourir dans mon atelier, j'arrête pas. Mais il y a Pauline qui s'occupe de toute la gestion, et il y a Chane qui travaille depuis 27 ans avec moi, qui s'occupe de tout le côté technique. C'est le chef d'atelier. Techniquement, il est totalement à mon niveau, il peut tout faire. Pauline peut tout gérer. Moi, ce que j'amène encore, c'est ma part créative. Mes recherches créatives, mais beaucoup en association avec Pauline, qui a un bon œil, et puis qui sent l'air du temps, peut-être plus que moi, parce qu'elle a 30 ans, voilà. Mais moi, je mets au point aujourd'hui des pièces un peu spéciales. Je fais les rééditions de la Maison Royère qui réédite du mobilier. Je fais ma collection de tables. Quand on doit faire une exposition, par exemple, c'est moi qui fais la pièce qu'on veut présenter. Voilà. Et le reste de l'atelier, ils collent de la paille au mètre carré, comme j'ai fait pendant 30 ans. Je me garde plus que le côté le plus excitant, mais je trouve que je mérite parce que j'ai beaucoup collé de paille. Merci infiniment, Lison, pour cet entretien. Merci d'avoir accepté de parler au micro de Parole d'Artisan. Et merci pour toutes vos réponses et pour votre témoignage tellement instructif. Merci à tous les auditeurs de cet épisode. N'hésitez pas à aller admirer le travail et les actualités de Lison de Cosne sur Instagram. N'hésitez pas non plus à partager et à noter cet épisode pour faire parler de tous ces métiers de savoir-faire rares au service du beau. À très bientôt pour un prochain épisode. Merci beaucoup à vous. Merci Lison.